le tonneau des Danaïdes de la répartition de la misère dans toutes les communes, surtout quand on le fait, comme actuellement, augmenter en favorisant l'immigration, entraîne en effet, et vous le dites, le solde migratoire est négatif dans notre région, entraînant le départ de nombreuses familles qui habitent notre territoire et qui préfèrent partir que de subir ce que la plupart ici soutiennent, mais bien sûr, à condition que ce ne soit pas près de chez eux. C'est pour cela que nous ne soutiendrons pas votre rapport et que nous nous abstiendrons. Monsieur Vigouroux, s'il vous plaît, et monsieur... Il n'y a plus de demande de parole après, donc on pourra passer à la conclusion, monsieur Itier, si vous le souhaitez. Madame la Présidente, je regrette vivement les derniers propos que j'ai entendus, d'autant que la plupart du temps, je suis toujours étonné de lire certains documents et d'avoir des élus de ce même bord nous demander d'accompagner des gens pour des logements sociaux. Les logements sociaux, ce n'est pas tout le PLH, mais c'est une partie importante du PLH. Moi, je voulais simplement signaler à mes éminents collègues que ce plan, et à David, ce plan est important, il est fondateur, c'est un des piliers, vous l'avez indiqué, ce n'est pas une petite affaire, ça nous emmène tous ensemble dans les futures années et après nous, les élus qui suivront et qui réhabiliteront nos documents. Je voulais simplement souligner qu'on a parlé, et j'entends bien, d'un effort que chacun a fait, et particulièrement, et David a eu raison d'aborder cette question, sur celles et ceux qui, et nous le savons, dans leur commune, ont des difficultés à répondre à la nécessité de logements sociaux liés au foncier, nous le savons tous. Mais je ne pouvais pas, Madame la Présidente, ne pas saluer les autres, et ça a été fait tout à l'heure par Nathalie Lefebvre, qui m'écoute, mais que je vais indiquer, c'est qu'à d'autres moments dans cet hémicycle, quand viendra le temps de discuter d'autres choses, on demandera la même chose à ces mêmes maires de ce côté raisonnable qui fait que quand on est à près de 50% de logements sociaux dans des communes, on a des coûts de fonctionnement qui sont bien plus élevés. Mais c'est aussi, et je termine, Madame la Présidente, contrairement à ce que vous dites, une richesse. Parce que notre pays, c'est pas le grand remplacement. C'est pas le grand remplacement. C'est l'accueil, c'est la solidarité, le respect et les trois valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Merci, monsieur Vigouroux. Donc, il n'y a plus de demande de parole. Ok. Monsieur Itier, si vous pouvez conclure les débats, merci. Attention aux propos, monsieur Maranda. Attention aux propos. Merci pour ces échanges dont j'allais dire qu'ils étaient sérieux jusqu'à l'avant-dernière intervention, à laquelle j'allais répondre, mais mon collègue Frédéric Vigouroux y a parfaitement répondu. Je voulais quand même ajouter que sur les questions de logement, et notamment de logement social, les avant-derniers propos tenus sont non seulement démagogues, pour ne pas dire plus, mais surtout sont déconnectés des réalités de nos communes. Des familles monoparentales qui n'arrivent plus à se loger, des femmes célibataires, des jeunes qui veulent accéder à leur premier logement et qui aujourd'hui n'y arrivent pas, sont largement majoritaires aujourd'hui dans les demandes de logement social. C'est aussi à cela que nous répondons. C'est aussi à cela que nous répondons, monsieur Maranda. Je voulais juste, très rapidement, en remerciant toutes les autres interventions pour leur qualité, vous dire d'abord en premier que ce PLH, ce n'est pas un aboutissement. Ce document, ce n'est que les piliers d'une fondation, d'une stratégie habitat, et que tout le travail commence. Et je le dis notamment autant à Patrick Amico qu'à Nathalie Lefebvre, qui m'ont aidé et qui ont contribué aussi à ce travail, que ce PLH est un début et que nous avons beaucoup de travail à accomplir ensemble pour le mettre en œuvre et pour atteindre les objectifs que nous y fixons. Deuxième élément, puisque la question a été abordée du logement social, notamment pour les communes carencées. Je veux que ce chiffre soit dit à cet instant. Dans ce document, les 92 communes se sont fixées, commune par commune, des objectifs qui sont intégrés dans ce PLH et qui sont en toute transparence affichés. Il apparaît que dans les communes de la métropole, et regardons, puisqu'elles ont été citées, les communes carencées, une volonté très forte est marquée en matière de production de logement social. Elle se résume en un chiffre, Madame la Présidente.
Dans les 34 communes actuellement carencées en matière de logement social, l'effort de production en matière de logement social est de 47% sur le flux. Ces 34 communes-là, autrement dit, annoncent que dans les 6 prochaines années, à chaque fois qu'elles produiront 100 logements, il y en aura 47 qui seront du logement social. C'est un volontarisme net qui est marqué par ces communes qui aujourd'hui sont carencées au regard de la loi et qui répondra à toutes les critiques, voire aux caricatures que nous avons parfois pu entendre de communes qui ici n'ont pas l'envie. Il y a une volonté, mais il y aura un vrai débat entre nous de comment on y arrive. Et même dans les communes carencées, trop souvent pointées du doigt, il y a un volontarisme qui est désormais gravé dans le marbre de ce document. Et j'en finirai par là, je le redis, la politique de l'habitat, elle est partagée. Ce n'est pas la métropole seule qui résoudra. Ce n'est pas la métropole qui délivre les autorisations d'urbanisme. Ce n'est pas la présidente de la métropole qui signe les permis, ni à Marseille, ni dans aucune autre commune de la métropole. Certes, la métropole porte les PLU et les plans d'urbanisme et nous venons d'en avoir l'illustration avec celui d'Aix. Mais tout ça montre bien que nous avons besoin d'être sans cesse métropole et communes main dans la main pour avancer et qu'il faudra travailler toujours plus ensemble pour atteindre les objectifs fixés. En tout cas, le travail commence et merci à tous pour vos contributions à ce premier PLH. Merci Monsieur Itier, largement applaudi. Merci. Alors nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc il y a une seule voix vote contre, donc le PLH est adopté à une très très large majorité. Je vous en remercie. Rapport 44, pas d'observation, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Le rapport 45, il y a des observations, M. Amico. Merci Madame la Présidente. Le rapport 45, je souhaitais vraiment intervenir dessus en disant au départ quelle honte. Quelle honte d'avoir connu ce qui s'est passé dans la copropriété du Gyptis. Quel courage il nous a fallu pour l'évacuer il y a 3 jours dans une situation qui ne relevait même plus du logement indigne, mais de la crise humanitaire. Comment avons-nous pu, dans une ville comme ça, laisser se développer une situation pareille? La situation du Gyptis, elle ne remonte pas à 1 an, 2 ans, elle remonte à pas loin d'une dizaine d'années. J'avais en face de moi des propriétaires qui me disaient « Ah mais moi, vous comprenez, j'ai acheté des studios en 2017, je les ai payés 20 000 € et je ne comprends pas, j'ai emprunté et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on m'empêche de les louer. 20 000 € un studio dans le centre-ville et vous ne vous posiez même pas la question de pourquoi vous les payez 20 000 € ou vous le saviez très bien. » Donc je dois dire que nous avons eu le courage parce qu'il en a fallu. Nous avons travaillé collectivement remarquablement bien avec les services de l'État pour mettre cette opération d'évacuation en place. Nous avons mis à l'abri chacun pour ce qui nous concernait les personnes qui étaient logées. Et c'est une des rares fois où j'ai vu vraiment des personnes qui se félicitaient d'être évacuées tant la situation était dramatique. On verra ce que devient le Gyptis demain. On verra. Mais ce que je voulais dire au travers de cet exemple, c'est que le Gyptis, il est assez significatif de ce que nous avons dans une bonne quinzaine d'autres copropriétés dans Marseille. Peut-être pas à ce niveau-là, mais pas loin. Et qu'il va nous falloir un travail en commun, ville, métropole et État, et un travail énorme pour arriver à résoudre, sinon ou tout au moins à avancer vers des solutions sur ces copropriétés extrêmement dégradées. Ce que je veux dire aussi, c'est que le Gyptis, il est aussi la vitrine des marchands de sommeil. Jusqu'où peuvent aller les marchands de sommeil? On l'a vu au Gyptis. Et on l'a vu vraiment de très près. Et les personnes qui ont procédé à cette évacuation en sont ressorties bouleversées. On comprend ce que c'est le travail des marchands de sommeil, on comprend jusqu'où ça peut aller. Et pour vraiment frapper très fort, comme l'a souhaité le maire de Marseille, sur les marchands de sommeil, nous avons décidé de porter partie civile dans un certain nombre d'affaires qui concernent des marchands de sommeil qui sont aujourd'hui en jugement ou qui sont en voie de l'être. C'est une démarche importante parce que c'est une démarche qui marque une volonté vraiment affichée, vraiment commune et vraiment fondamentale de traiter dans le cadre de ces grandes copropriétés ces questions de marchands de sommeil. En dernier lieu, oui, nous sommes pour l'extension du permis de louer à l'ensemble de ces copropriétés. Et cette position, elle n'est pas uniquement pour le Gyptis. Pour le Gyptis, juridiquement parlant, des propriétaires pourraient décider de faire les travaux qui remettent à niveau le bâtiment et les relouer. Encore faudrait-il
qu'ils nous garantissent que ces logements sont devenus décents et qu'ils seront équipés de manière normale et sans danger pour les gens qui y résident. C'est le sens du permis de louer. Mais ce permis de louer, nous voulons aussi l'étendre à l'ensemble des copropriétés en difficulté ou des copropriétés qui aujourd'hui posent problème. C'est une garantie pour nous et c'est un message politique que nous voulons faire passer à l'ensemble des personnes qui aujourd'hui sont dans des situations que l'on qualifiera de limite par rapport à la location qu'ils offrent ou par rapport au statut des occupants qu'ils hébergent. Merci Madame la Présidente. En complément des propos de M. Amico sur le rôle de la métropole. Oui, les deux rapports là, que nous sommes en train de voter pour que tout le monde suive et comprenne, dans ces deux rapports, il s'agit d'instituer le permis de louer dans 2 endroits de notre métropole où, comme le disait Patrick Amico, la situation de l'habitat est proche d'une crise, non pas d'habitat, mais d'une crise humanitaire. Il y a le cas du Gyptis, j'y reviendrai, mais il y a aussi en même temps dans ce rapport une autre grande copropriété extrêmement dégradée qui est celle des facultés à Aix-en-Provence. Ces 2 rapports concernent 2 grandes copropriétés qui, à elles deux, cumulent 700 studios dans lesquels se sont mis les marchands de sommeil et ont entraîné des situations d'habitat absolument indignes. Ces 2 rapports, ils illustrent 2 choses, Madame la Présidente. La première, c'est que, et c'est cohérent avec le PLH que nous venons de voter, aujourd'hui nous sommes prêts à mettre tous les moyens. Et nous sommes prêts à agir avec tous les leviers à notre disposition, y compris quand il s'agit de taper fort. Il s'agit de taper fort ici, en allant dans des endroits où la situation est la plus dure, avec un outil puissant qui est le permis de louer, pour aller frapper directement les marchands de sommeil et leur dire que maintenant, la métropole, avec la ville de Marseille, avec la ville d'Aix-en-Provence, institue des outils inédits pour les chasser de ces endroits et les chasser de ce territoire. C'est la première leçon de ces 2 rapports, c'est que nous sommes prêts, et nous le faisons, nous mettons des outils puissants, inédits, et nous n'avons plus peur de le faire. Et la deuxième leçon de ces rapports, c'est que nous travaillons main dans la main avec les communes. Le cas du Gyptis, qui effectivement, hier, a été montré dans l'actualité, puisque la ville de Marseille, avec les services de l'État, ont procédé à l'évacuation ô combien importante de cet immeuble. Mais il en est de même à Aix-en-Provence sur le cas des facultés. Nous travaillons main dans la main. La ville dans son rôle de proximité, la métropole dans son échelon stratégique en partenariat avec l'État sur ces sujets, avec d'autres partenaires comme l'établissement public foncier. Nous travaillons ensemble main dans la main pour aller résoudre des situations extrêmement complexes. Et sur le Gyptis, mis en avant dans l'actualité hier, la ville a procédé à l'évacuation avec des arrêtés qui ont été pris. Le relais est pris avec des moyens importants par la métropole pour pouvoir préempter les biens qui sont aujourd'hui à la vente et imaginer immédiatement le recyclage de ce bâtiment pour sortir de cette indignité. Nous mettons des moyens extrêmement puissants et inédits et surtout, nous travaillons main dans la main avec les communes qui le souhaitent pour aboutir sur ces sujets sensibles. Merci. Merci, Monsieur Itier, d'avoir apporté cette précision complémentaire. Donc, sur le 45, qui vote contre, qui s'abstient, donc il est adopté à l'unanimité. 46, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 47, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. Monsieur Alvarez, le 48. Très bien. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Amico. Voilà, merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, le rapport 48 fait référence à la mise en place de dispositifs relatifs aux dépenses d'énergie des ménages par le Fonds social du logement, le FSL. Le FSL, effectivement, a permis de sortir de situations difficiles un certain nombre de familles, mais 45 dossiers pour 600 € en moyenne par dossier. Et le FSL est vraiment un outil que connaissent très bien notamment les bailleurs sociaux, qui permet de résoudre un certain nombre de questions liées à ça. À côté de ça, nous avons aujourd'hui à Marseille une situation qui pose vraiment des problèmes qui vont bien au-delà de cette question du FSL. Vous avez eu il y a quelques semaines une manifestation extrêmement importante de locataires d'un bailleur social métropolitain, le seul, Habitat Marseille-Provence, devant les locaux de la direction d'Habitat Marseille-Provence. Vous avez eu samedi la même manifestation de locataires, pas que d'ailleurs de Frévalon ou de la Rose, devant la préfecture. Le préfet délégué à l'égalité des chances a reçu une délégation de ces locataires et
ce que nous constatons, c'est quoi? Ce que nous constatons, c'est que le bailleur social, office public, métropolitain, n'a pas fait son job. Il ne l'a pas fait parce qu'il a laissé, sans aucune concertation, grimper les appels de charge. Il a, après les premières manifestations, ramené un petit peu ces appels de charge, mais nous n'avons pas la trace de saisine officielle des conventions de concertation locative, des commissions de concertation locative. Nous n'avons pas de plan d'appurement de ces charges. J'ai écrit moi-même, dès les premières manifestations, au président. J'ai réuni l'ensemble des bailleurs sociaux. Nous allons continuer à travailler avec eux pour trouver des dispositifs d'amortissement qui permettent, dans le temps, d'amortir les choses auprès des locataires. Certains bailleurs ont mis en place des dispositifs beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes, mais qui fonctionnent d'aide à la régularisation de ces charges, qui ne mettent pas trop en difficulté les locataires. Visiblement, à aujourd'hui, je n'ai aucune information de la part d'Habitat Marseille-Provence, bailleur public métropolitain, sur la politique qui va être suivie de manière précise pour amortir de façon précise les charges et les appels de charges chez les locataires de ce bailleur. C'est quand même assez important. Ce bailleur social est un bailleur public, il est métropolitain. La majorité municipale n'y est pas présente alors qu'il a aujourd'hui sur Marseille 15 000 logements. Et c'est un des premiers bailleurs avec 13 habitants. Donc j'aimerais quand même souligner ce fait. On ne peut pas avoir un bailleur social intégré comme ça dans une collectivité qui laisse une situation pareille se développer et qui éventuellement n'aurait même pas pris la peine de respecter ce qui était l'expression et la discussion et la concertation avec ses propres locataires. Merci. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse des annonces, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on soit beaucoup plus précis et qu'on ne dise pas des fausses affirmations. Donc, nous avons ici le président d'HMP qui est là, M. Papalardo, qui va donner ses explications sur cette problématique et remettre un peu les... C'est ça. J'allais dire autre chose, mais c'est mieux les pendules à l'heure. Monsieur Papalardo. Bien. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Amico, je suis un peu étonné que ça vienne de vous, ces propos. Je pensais que vous aviez compris le problème d'Habitat Marseille-Provence, qui finalement est victime d'avoir trop bien géré pendant les années précédentes, puisque nous avions acheté le mégawatt-heure à 20 €. En moyenne, il a été acheté dans les autres bailleurs sociaux aux alentours de 50 €. Donc évidemment, la différence est énorme. Elle est de 3 fois à peu près. Cela est dû essentiellement au fait que malgré le bouclier tarifaire qui était de 64,50 € très précisément et qui est passé à 78, nous étions quand même 3 fois plus chers que les autres. C'est tout. Les autres bailleurs sociaux ont probablement moins bien géré que nous, mais ça ne s'est pas vu, ça se voit aujourd'hui. Ça ne se ressent pas, ça se voit pas, ça ne se ressent pas chez les locataires, ça se ressent chez les nôtres. Alors, vous savez, moi je voudrais quand même vous dire rappeler certaines choses. HMP a toujours été près de ses locataires. C'est pas depuis que je suis là, ça a toujours été le combat. Je vous rappelle aussi que c'est un établissement public. Public, même si nous avons des résultats qui sont largement bénéficiaires, ces résultats sont appliqués à des réhabilitations, à des constructions et à des entretiens, des petits entretiens, des gros entretiens. Je crois que c'est 6 millions, 8 millions, 20 millions par an. Donc ça fait à peu près 30 millions par an de réhabilitation, plus les constructions. Alors vous savez, nous ne sommes pas des privés. Nous ne sommes pas un promoteur privé qui se distribue des dividendes en fin d'année. Vous croyez que ça nous fait plaisir, nous, d'augmenter les charges? On achète à 20, on refacture à 20. On achète à 111. En janvier, nous avons acheté à 111. Malgré le bouclier tarifaire, nous avons facturé 64, c'est-à-dire en dessous du bouclier tarifaire. Si vous avez de meilleures solutions, indiquez-le-moi. Il était tellement plus simple, plutôt que de vous exprimer en public ici, de prendre rendez-vous avec moi, monsieur Amico. Ne me dites pas que vous n'êtes pas conscient de tout ça. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit à certains qui me l'ont largement répété, et vous nous envoyez des lettres qui sont différentes de ce que vous dites. Alors, cela dit, il faut expliquer, et j'explique. J'ai même expliqué, aussi bien à la presse que sur les chaînes de télévision locales qui m'ont traqué pendant toute cette période,
J'ai même reçu la semaine dernière le député du 15e et 16e qui devrait démissionner, d'après ce que j'ai entendu. Ce député est venu me voir un peu les poings tout faits et il est ressorti, tout comme ceux que nous avons reçus, les associations de locataires, les élus. Il est ressorti convaincu puisqu'on lui a montré les chiffres comme je viens de vous les citer, convaincu de la situation en disant « je vais calmer le jeu ». Et figurez-vous que samedi dernier, il était dans le défilé important que vous dites à la préfecture avec les manifestants. Donc vous savez, on a beau expliquer, on a beau démontrer, la polémique continue et je regrette que ça vienne de vous, monsieur Amico. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Alvarez. Oui, alors justement, ma vice-présidente, madame Biaggi, vient de me rappeler que effectivement ça a diminué, vous l'avez dit, monsieur Amico, ça a diminué de 111, forcément, parce qu'on a acheté à 60. Donc on a réadapté, mais ça fait quand même 3 fois le prix. Et voilà pourquoi nos locataires souffrent de ces augmentations. Alors si vous avez une réponse, mais attendez, moi je suis gérant, je suis garant des deniers publics. Je ne peux pas faire cadeau l'électricité que nous achetons à 20 et que nous facturons à 111. Je ne peux pas la laisser à 20. Je ne peux pas rester sur les mêmes tarifs. C'est une question de gestion. Je n'ai pas le droit de le faire. Alors tant que l'État ne nous aide pas, eh bien, je ne vois pas les solutions. Alors proposez-moi des solutions. Je suis preneur. Vous êtes sûrement plus malin que moi finalement. Merci, monsieur Papalardo. Monsieur Alvarez. Si, Madame la Présidente. Donc, j'ai bien compris l'intervention qui était portée plutôt sur ce problème avec HMP. Merci à monsieur Papalardo d'y avoir répondu. Mais du coup, je voudrais quand même, juste en 2 minutes, repréciser que ce que nous vous proposons de voter aujourd'hui, nous l'avons déjà, entre guillemets, ça a été une volonté que nous avons déjà proposée l'année dernière et qu'on a adoptée. Et juste de ne pas réduire, monsieur Amico, aux 45 dossiers supplémentaires que le FSL va pouvoir prendre en charge par l'élargissement de ce dispositif, parce que le FSL, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les plus précaires pour soit les aider à avoir un logement, soit les maintenir dans leur logement, pour faire face à leur charge de fluide notamment. Et ce sont plus de 3000 dossiers qui sont pris en charge sur notre territoire. Donc mes chers collègues, ce qui se passe, c'est que je veux mettre en avant le travail des services de la métropole et la volonté de ces élus qui, à un moment donné, l'année dernière, où nous avons vu justement ces difficultés qui sont liées à cette inflation, voir des ménages dont on n'avait pas l'habitude d'avoir à s'occuper être pris à la gorge. Et donc, par l'élargissement du dispositif, on a élargi la capacité d'avoir un coefficient familial plus haut pour aller aider plus de personnes. On a voulu aussi assouplir la méthodologie, les dossiers, c'est ce que nous faisons aujourd'hui parce que le département s'occupe du FSL sur la partie non métropolitaine des Bouches-du-Rhône. Et nous avons voulu aussi communiquer parce que le règlement du FSL nous permet de prendre en charge les frais de fluide avec les opérateurs conventionnés. Donc là aussi, nous avons élargi les opérateurs avec qui nous sommes conventionnés et nous essayons de porter à la connaissance du plus possible de ces aides qui peuvent bénéficier par l'élargissement de notre dispositif. Donc nous sommes bien entendu, Madame la Présidente, dans l'élan de ce que vous avez impulsé l'année dernière quand vous nous avez demandé d'adapter nos dispositifs pour venir en aide à ceux qui étaient rentrés dans le radar de la crise sanitaire. Donc voilà, je ne voudrais pas que cette intervention diminue l'impact avec lequel notre engagement dans ce FSL qui s'adapte réduise, entre guillemets, ce côté quand même qu'on doit mettre ensemble en avant. Voilà, c'est important de préciser. Merci, monsieur Alvarez, vous avez bien fait de le souligner. Donc nous allons passer au vote sur ce rapport. Pas d'opposition. Donc le rapport est adopté. Nous passons à la commission finances, budget, patrimoine, administration générale. Je passe la parole à monsieur Kelfa du 49 au 56. L'ensemble des rapports ont eu un avis favorable lors de la commission. Donc là, il n'y a pas de sujet majeur sur lequel je vais m'étendre. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention du 49 au 56 ? Sur lequel, monsieur Krumel ? Allez, alors allez-y, vous avez la parole. Messieurs les maires, mes chers collègues, simplement, vous vous rappelez que le 19 janvier, notre groupe n'a pas voté le budget pour éviter, entre autres, qu'une hausse des impôts métropolitains
s'ajoute à l'os des prélèvements de l'État sur les personnes, les biens et les entreprises. Nous ne regrettons pas notre vote et en cohérence, même si nous le comprenons, nous voterons contre les décisions modificatives qui se rapportent au rapport 49, 50, 51, 52. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est noté. Donc, sur le rapport 49, vote contre. Y en a-t-il d'autres? Pas... Ok, c'est noté. Abstention. C'est adopté. 50, vote... même vote. Adopté. 51, même vote. Waouh! Alors, c'est qu'un problème d'éclairage, mais on peut continuer quand même. Hein. Alors, 51, même vote. 52, même vote. Un peu de calme. 53, même vote. Ok. 54, même vote. Adopté. 55, favorable, adopté. À l'unanimité. 56, favorable, adopté, l'unanimité. Le 57 est retiré. Alors, Monsieur Amirati, sur le du 58 au 59, s'il vous plaît, un peu de calme. Ça fait très joli vu de là, franchement, c'est... Voilà. On se croirait au concert. Je vous promets, je ne chante pas. Allez, on y va. Observation. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention du 58 et 59? Non, ok. Sur le 58, pas d'opposition. Abstention, c'est noté, il est adopté. 59, pas d'opposition. Abstention, c'est noté, il est adopté. Donc je présente les rapports 60 à 68 qui ont reçu un avis favorable de la commission. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces rapports? Pas de demande d'intervention, donc nous allons continuer. Donc sur le rapport numéro 60, pas d'opposition, adopté. 61, je vous demande un petit peu de silence. Vous mettez vos portables, ça allume très bien. Pas d'opposition, adopté. 61, s'il vous plaît, pas d'opposition, adopté. 62, c'est noté, adopté. 63, pas d'opposition, adopté. 64, c'est noté, adopté. Un peu de silence, s'il vous plaît. 65, c'est noté, il est adopté. 66, pas d'opposition, c'est noté, il est adopté. 67, pas d'opposition, adopté. 68, pas d'opposition, adopté. Nous passons à la commission transition écologique, énergétique, cycle de l'eau, mer et littoral. Alors, en l'absence de M. Réau, je vais présenter les rapports 109, 110 qui ont reçu un avis favorable de la commission. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Pas d'opposition sur le 69, donc il est adopté. 70, pas d'opposition, il est adopté. Monsieur Giberti, 71 à 75. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, il est là. Il n'y a pas de micro, monsieur Giberti. Avec votre... Oui, ouais, ça y est, il y a le c'est micro. Bon. Ouais. Bon, ben écoutez, même dans l'obscurité, j'ai le plaisir... Je suis un homme heureux. Merci, monsieur Giberti. Je vous vois de nouveau. Vous me manquiez sérieusement. Donc, je voulais vous dire simplement que ces rapports ont reçu un avis très favorable de la commission. Merci, monsieur Giberti. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention du 71 au 75? Pas de demande d'intervention, nous passons au vote sur 71. Pas d'opposition, adopté. 72, pas d'opposition, adopté. 73, pas d'opposition, adopté. 74, pas d'opposition, adopté. 75, pas d'opposition, adopté. Sur la commission stratégie développement économique, entreprise, commerce, relance, M. Gazet sur le 76. Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, adopté. M. Isnard sur le 77. Merci, il est favorable. Donc pas d'observation, pas d'opposition, adopté. Et le rapport 78 de la commission Innovation, Ville intelligente, économie de la connaissance, santé, recherche, enseignement supérieur de monsieur Mercier, 78.
Allez-y, monsieur Mercier. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente, mes chers collègues. Si vous le permettez, je vais vous présenter un peu rapidement ce rapport. Le prix Laïc Capital remporté en décembre dernier a été l'occasion de mettre en lumière la puissance d'innovation de notre territoire. Madame la Présidente, en annonçant que 2023 serait l'année de l'innovation, vous nous avez invités à amplifier et à accélérer la dynamique d'innovation territoriale que nous avons impulsée. Cette dynamique se traduit de manière concrète par un certain nombre d'outils et de dispositifs comme la plateforme d'innovation sur laquelle nous avons publié plus de 80 appels en direction des entreprises du territoire, les meet-up d'innovation Innov-Provence qui prolongent les effets de la plateforme par des rencontres affinitaires entre grands comptes publics et privés et start-up offreuses de solutions innovantes, ou encore le programme Smart Métropole que nous menons de concert avec les communes. Ces projets, lancés par la métropole depuis un peu plus de 2 ans, illustrent de manière concrète et avec des résultats tangibles notre volonté d'innover. Au service des citoyens et des entreprises du territoire, et ce dans tous nos champs de compétences, en privilégiant une définition de l'innovation très ouverte, tenant compte des innovations technologiques, mais aussi d'une forme d'innovation chère à notre collègue Martial Alvarez et qui prend tout son sens sur le territoire, qui est l'innovation sociale, en connectant nos besoins d'innovation, c'est-à-dire ceux qu'expriment les directions métiers de la métropole avec l'offre de solutions disponibles dans notre écosystème d'innovation et de permettre aux entreprises innovantes de bénéficier du formidable terrain de jeu qu'offre notre territoire. C'est dans ce triple objectif qu'a été pensé donc ce nouveau dispositif qui vous est présenté aujourd'hui. Il s'agit donc de lancer des challenges exprimant les défis auxquels nous, métropole, et peut-être demain serons-nous rejoints par d'autres, devons répondre en matière de mobilité, de gestion des déchets, en passant par l'aménagement des espaces urbains. Il est ainsi proposé d'inviter les entreprises du territoire à y répondre pour tester et expérimenter leurs solutions et de les récompenser, pour cela par une enveloppe financière. Vous avez les montants dans le rapport, c'est 300 000 € sur 3 ans, leur permettant de valider et de les faire progresser leurs solutions avant de la mettre sur le marché à grande échelle. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver ce dispositif des challenges innovation qui constitue une première action très concrète de la métropole dans cette année de l'innovation. Je vous remercie. Merci, monsieur Mercier. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Y a-t-il des observations? Pas d'autres observations. Donc je passe au vote. Pas d'opposition. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Merci, monsieur Mercier, je vous en remercie. La séance est levée et merci à tous et à toutes.